sommaire de ce journal, la 30e édition de la conférence Mining Indaba s'est ouverte ce lundi 5 février 2024 à Cape Town, en Afrique du Sud. Le chef du gouvernement Samalou Kondé, qui a pris part à cet événement, n'a pas hésité de vanter les différentes richesses minières que regorge la République démocratique du Congo. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Et au Cameroun, le prix du carburant à la pompe connaît une augmentation de 15% en début 2024, une situation qui met en brouille les usagers et les transporteurs, chacun voulant en tirer profit. Il est de notre devoir de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Commençons cette édition avec l'ouverture ce lundi 5 février à Cape Town, en Afrique du Sud, de la 30e édition de Mining Indaba. C'est le ministre des Ressources minérales et de l'énergie de l'Afrique du Sud, l'honorable Gwende Montaché, qui a prononcé le discours de bienvenue sud-africain lors de cette cérémonie d'ouverture transformée en fête d'anniversaire de Mining Indaba. Suivez. Prenons les premiers la parole après la cérémonie d'ouverture. Les présidents sud-africains Cyril Ramaphosa, Hakainde Hichilema de la Zambie et Jean-Michel Samalou Kondé, premier ministre de la RDC, ont partagé des idées cruciales sur le secteur minier lors de leur discours de circonstances avant de présenter leurs condoléances à la famille du président namibien Hage Geingob et au peuple namibien. La RDC compte au nombre des plus grands pays producteurs des métaux verts au monde. Présent au Cap, Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge a partagé avec les participants les dernières informations sur le partenariat entre la RDC et la Zambie visant à faciliter le développement des batteries au lithium. Ce partenariat permettra la fabrication des batteries des voitures électriques. Avec des gisements inexploités de cobalt, de cuivre, de diamants, d'or et d'autres minéraux estimés à 24 000 milliards de dollars américains, la RDC occupe une place de leader dans l'industrie minière en Afrique. Hormis le premier ministre congolais, les patrons des Barrick Gold Corporation et des CEMOC, pour ne citer que ceux-là, respectivement actionnaires gérants d'Ekibali Gold Mine et de Tekenfungorome Mining, ont pris également la parole pour prononcer leur discours de circonstance. Ce rassemblement intervient alors que la sécurité dans les mines est au centre de l'attention. Récemment, 11 mineurs réguliers ont été tués et 75 autres blessés à la mine d'Ampala Platinum en Afrique du Sud, pays hôte depuis 30 ans de Mining Indaba. Et à cette même ouverture de Mining Indaba placée sous le thème « Adopter le pouvoir du bouleversement positif, un nouvel avenir prometteur pour l'industrie minière en Afrique », le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a prêché la vision de la RDC sur le secteur minier. Le chef du gouvernement a rappelé les métaux qui rentrent dans la transition énergétique vers laquelle le monde se lance et que regorge le Congo au Kinshasa. Suivez Samalou Kondé dans cet extrait. Et c'est ici pour moi l'occasion de remercier, au nom du gouvernement congolais, tous les pays amis dans la République d'Afrique du Sud qui ont rehaussé de leur présence la cérémonie d'ouverture du 20 janvier dernier à Kinshasa. Ceci témoigne de l'excellence des relations qu'entretient la République démocratique du Congo avec ses partenaires. En rapport avec la thématique de ces assises, je tiens à rappeler qu'au regard de ces ressources minérales, nombreuses et diversifiées, la République démocratique du Congo s'inscrit comme un acteur incontournable dans la perspective d'un avenir radieux pour l'exploration minière africaine. La République démocratique du Congo renferme dans son sous-sol une panoplie de minéraux cruciaux pour la transition énergétique, tels que le cobalt, le cuivre, le lithium, le nickel, le manganèse, l'aluminium, les phosphates, les terres rares et le zinc, en sus des gîtes géothermiques. C'est donc dans ce contexte et suivant la vision de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi que s'inscrivent nos politiques économiques et sociales dans le secteur minier qui permettront d'atteindre une exploitation croissante et propre au profit des communautés locales,
qui doivent en être les principales bénéficiaires. Je pense ici à notre jeunesse en quête d'emploi, et particulièrement les populations de l'Est, la République démocratique du Congo, victimes jusque-là de guerre et d'agressions injustes, et pour lequel aucun effort n'est ménagé afin d'y restaurer la paix et la stabilité. Revenons à Kinshasa où une audience publique s'est tenue ce lundi 5 février à la Cour constitutionnelle siégeant en matière des contentieux électoraux des résultats des élections législatives nationales après la confrontation des deux partis et l'avis du ministère public. Concernant chacune des requêtes, la Cour a pris l'affaire en délibéré et va rendre son arrêt le 8 février. Patience Lokeke au commentaire. Au moins 60 dossiers ont été traités ce lundi à la Cour constitutionnelle siégeant en matière des contentieux électoraux des résultats des élections des législatives nationales concernant les candidats députés dont le suffrage ont été annulés par la CENI en raison de fraude électorale, des détentions des dispositifs électoraux et tant d'autres. Parmi les candidats, il y a notamment le candidat Nsingi Mpululu, Jean-Tini Ngobila et Tatiana Pembe, pour ne citer que cela. Devant le juge de la Cour, les collectifs des avocats et les experts de la CENI ont tour à tour présenté leurs éléments de défense. Le ministère public, à son tour, a donné son avis aux différentes requêtes déposées par les collectifs des avocats de candidats. Pour la requête de collectif des avocats de candidats d'Nsingi Mpululu, le ministère public a jugé la requête recevable mais non fondée, chose qui n'a pas du tout affecté le collectif des avocats qui restent confiants en attendant les arrêts de la haute cour. Ce qui est important, il a dit que c'est recevable et fondé. Ça signifie que nous avons fait la requête en respectant la procédure. Le juge, ils sont en neuf. Ils savent étudier les dossiers. Dès lors que le dossier est recevable, fondé, non, le ministère public c'est pas fondé, mais c'est recevable. Mais c'est plutôt non fondé. Je vous dis que non fondé, c'est sa lecture. C'est une décision qu'il a lue sur les bancs. C'était déjà saisi. J'ai vu. La décision était déjà saisie. Mais il y a ce qu'il avait une machine à la machine. Vous êtes optimiste pour le reste, pour la suite? Êtes-vous optimiste? Vous devez savoir que le juge... Tout le monde a suivi. Vous avez vu que la CENI n'a répondu à aucune question sur la fraude, sur la corruption et à la détention de la machine. La démocratie est en péril. Attendons la décision de la justice. Le ministère public a également demandé à la haute cour de déclarer la requête déposée par le collectif des avocats de Jean-Tini Ngobila recevable mais non fondée. Il faut signaler que la cour va rendre le dernier verdict ce jeudi 8 février. Pour rappel, la CENI avait annulé les votes de 82 candidats pour fraude lors du scrutin du 20 décembre, dont 3 ministres et 4 gouverneurs provinciaux. Et dans la province de l'Ituri, les méthodes alternatives de résolution des conflits des limites administratives dans cette province au centre d'une formation depuis ce lundi 5 février 2024 sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le gouverneur de la province de l'Ituri. Ce projet vise à mettre définitivement fin au conflit de limites. Plusieurs autorités politico-administratives prennent part à ces échanges à l'hôtel de ville de la province. Un reportage de la presse militaire. Ces participants sont venus de tous les 4 coins de la province de l'Ituri. Ils veulent tous ensemble obtenir par toutes les voies et moyens pacifiques la fin des hostilités liées aux limites administratives dans cette province aurifère. Au nom de l'organisation Mwangaza Peace, la coordinatrice Gloire Mongo a circonscrit ces échanges. Ces 2 ateliers sous le leadership des autorités provinciales et l'engagement technique des experts de Kinshasa sont pour nous et principalement pour la Commission une opportunité à saisir en vue d'assurer un bon déroulement de toutes les missions confiées à la Commission. Axel Kitoga, au nom du PNUD partenaire dans ces projets, a remercié le gouvernement provincial de l'Ituri pour son accompagnement dans cette lutte. Je tiens à remercier au nom du Programme des Nations Unies pour le développement, son Excellence Monsieur le gouverneur de la province, ainsi que tout son cabinet
pour l'engagement dont il a fait preuve dans cette démarche, ainsi que le travail abattu pour la mise en place d'une commission provinciale chargée de la gestion des conflits des limites administratives. Le commissaire divisionnaire Raoul Chaloué, vice-gouverneur de l'Ituri, ayant lancé les travaux, est resté optimiste. Selon lui, l'état des sièges n'est pas venu frustrer les administrés, mais plutôt redonner espoir, cheval de bataille du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni. Je vous demande de mettre toute votre énergie dans ces 4 jours en vue de constituer cette équipe de ceux qui ont pu marquer positivement l'histoire de cette province, en se sacrifiant et en se donnant pour les actions de la paix et de la stabilisation. Par ailleurs, malgré la volonté du gouvernement, les besoins sont encore énormes. Je déclare ouvert ces 2 ateliers de 4 jours. Notons que ces assises prendront 4 jours. À ces premiers jours, la commission provinciale chargée de la gestion des conflits des limites administratives de l'Ituri a été installée et présentée aux participants. Une page noire dans ce journal, le président namibien Hage Geingob est décédé tôt ce dimanche 4 février dans l'hôpital de Windhoek, capitale de la Namibie, après avoir été interné il y a quelques jours suite à des soucis de santé. Depuis l'annonce de la triste nouvelle, les réactions fusent de partout. Le président congolais Félix Tshisekedi a aussi exprimé sa tristesse et présenté ses condoléances aux populations de la Namibie. Suivez ce récit qui retrace brièvement la vie de l'illustre disparu. C'est le vice-président Nangolo Mbumba, jouant actuellement l'intérim à la tête de la Namibie, qui a fait cette annonce sur X. C'est avec la plus grande tristesse et regret que je vous informe que notre bien-aimé Dr Hage Geingob, le président de la République de Namibie, est décédé aujourd'hui Litan. Ce décès est survenu à l'hôpital Lady Paomba où il recevait des soins médicaux. En janvier dernier, la présence des cellules cancéreuses ont été révélées dans son corps à l'issue d'un contrôle de routine. Avec cette annonce de sa disparition, une salve de réactions a surgi venant du continent africain et du monde. C'est dans cet ordre d'idées que le président congolais Félix Tshisekedi a dit avoir appris avec la plus grande tristesse à cette disparition. Au nom du peuple congolais et en mon nom, je présente nos plus sincères condoléances à la famille ainsi qu'au peuple namibien, a dit le président Tshisekedi. Cet illustre disparu fait partie des membres influents de l'organisation du peuple sud-ouest africain. Hage Geingob est aussi figure de proue de l'indépendance namibienne de l'occupation sud-africaine en 1990. Il est le premier ministre à 2 reprises, de 1990 à 2002, puis de 2012 à 2015 avant d'accéder aux fonctions de président de la République à l'issue des élections de 2014. Le président Hage est réélu en 2019 pour un second mandat de 5 ans qui devrait prendre fin en novembre de l'année en cours. La République démocratique du Congo et la Namibie partagent en commun la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC ainsi, l'organisation qui contribue à la pacification dans la partie est du Congo en y déployant une mission de paix depuis mi-décembre 2023. Et sur l'avenue Poids-Lourd, les usagers de cette route se plaignent des difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Des embouteillages monstres s'observent chaque jour à cause de l'état de délabrement de cette grande artère. Un reportage de Maryse Boleli et de Giscard Tamba. Il y a de cela un mois, le quartier se trouvant au bord du fleuve Congo a subi des inondations suite à la crue des eaux après les pluies diluviennes qui se sont abattues récemment. Le plus touché sont les populations des quartiers Kingabwa dans la commune de Limete, une partie de la commune de Barumbu et les quartiers Pompage dans la commune de Ngaliema. Sur la route poids lourd à hauteur des Bralima, ces eaux ont laissé des traces de crevasses ça et là. Les conducteurs de bus, taxibus, véhicules personnels et motos se plaignent. Ils éprouvent des difficultés énormes en empruntant cette route avec des embouteillages qui se constatent du fait de l'état délabré de la route. Cause ya embouteillage awa ezakaka liboso awa okomona mai wana ezouta wapi Bralima. La cause des embouteillages, c'est l'eau de la Bralima, mais aussi le manque de routes secondaires. J'appelle le président de la République de mettre en place des personnes compétentes pour pallier à ces genres de problèmes et de situations.
Au-delà des trous, les eaux usées de la société Bralima se déversent sur la voie publique, dégageant des odeurs nauséabondes qui gênent les passants, mais aussi les vendeurs environnant certains ports, ne sachant plus réaliser leurs activités. Awa tozali na poro ya Lomata. Nazali présentation na état-major ya Selco. Nous sommes au port de Lomata. Il y a beaucoup de flaques d'eau et plusieurs femmes ont des difficultés pour vendre. Que l'OVD fasse son travail afin de nous aider. Merci OVD. Batala ba source ya banini ba carnivore. Batalia wa batali kuna po mai ele kambala moko ekwene bali. Embouteillage là non premièrement et aussi à partir mai oya Bralima oyezo le ka awa tano tuyau à Bralima. L'embouteillage vient des eaux de la Bralima avec les tuyaux qui est troué, mais aussi ces eaux dégagent une odeur nauséabonde. Il y a eu plusieurs blessés suite à l'eau des acides de cette brasserie. Sikoyo mayo ekomi obebisa bato kutu bato su bazoki soki na acide ya Bralima. Promettre nango eko ya kuna na principal isika ba konjaleta bazoleka président zoleka. C'est besoin mon ngote. Une solution doit être trouvée pour épargner ces populations qui sillonnent le lieu, ignorant ce que peut produire ces odeurs dans leur santé. Et le phénomène des enfants de la rue, communément appelé Chégué, devient un sujet très inquiétant pour la population avec les enfants qui se livrent dans le vol et l'escroquerie. Que faut-il faire pour mettre fin à ce phénomène? Face à cette question, les Quinois demandent au gouvernement congolais de créer des emplois. Écoutons les uns les autres au micro de Francine Moukeba et de Giscard Tamba. Ce qui, premièrement, toujours remarqué Babilo Kowana Ezou Salamaming, c'est parce que notre gouvernement a lingi ko encadrer jeunesse. Baza juste focalisé na ba intérêt privé et non ba s'occuper ba jeunes wana bazo tambola par-ci par-là. Ce qui bazu bango en charge ko pesa bango mo misala au mona ke distraction wana ko ba kendo ko sala biloko bazo sala ba koka ko sala yango te. Donc Ezosenga, il faut encadrement de jeunes et à la pote. To mekako sala partout de moyens pour éviter babiloko. Gouvernement eloko ko sala ya yambo ezali ko luka ko sangisa bana wana ko zwa bango en charge en quelque sorte que ko lukela bango moi bisala ko vandisa bango esika moko bango nyuso baza ensemble et puis bazo ko encadrer bango bazo ko pesa bango opportunité ya koyekola mwa misala et puis ekolongola bango makanisi ya kokende kotambolaka na balabala pamba po bayiba te. Bon, eza faute ya gouvernement na biso puisque basangani na kati ya musala na bambinzo na ba mankene na kati wana bat nyonso bazaka ka bakusana bango musala te. Entre temps eza faute na biso pe lisusu pona nini po misala ezali ya mike mutu akosala mais gouvernement bimisi misala nanu te misala ezate il fallait balukila bato wana misala ba chèque basé ebele ya nzela il fallait balukila bango misala mike basala misala wana na mboka ezalaka bongo po mutu akotambola na telefone na ye azosola normal mutu azotambola l'aise na sakoshi na ndenge nazana ngo boye azosola normal mais awa namoni alliance ne va pas parce que muyibi eleke ebele à partir ya misala ezate mutu azosala azokende ka kope na ye abengi muyibi na ye wana eza kope puis tokonji mango eza kope parce que misala ezate jusqu'alors toza déjà 12 heures na liete c'est-à-dire misala ezate soki misala ezali mutu akoyiba tshombu te mutu akosala mabe te donc mabulu oyo batshombuli kuboye bato bazoyiba bato na batelefone bakotye na kati ya terrasse bakei kuna. Oui c'est vrai nga moko naza victime dernièrement na oleka bapepi babeni nga telefone bakoti na bakaniveau bakokima c'est pas propre toza na ville babiloko wana esalema vraiment nayebi te fo gouvernement luka moyen azwa soin ya koluka moyen koencadre bapetit criminel baminere wana oyo bazosala babiloko wana. Pour moi je trouve que fo baluka kaka moyen baencadre bango gouvernement azwa charge ya koluka moyen fungola mwa babiloko ekoluka bazalaka souvent na baboulevard susu te bazoluka moyen bazobotola bazosala babiloko moko.
Et puis en sport, il ne reste plus que 4 nations en lice pour les demi-finales de la CAN Côte d'Ivoire 2023, à savoir le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Dans cette CAN aux multiples surprises, l'une de ces nations remportera la plus grande compétition continentale. Qui sera donc le revainqueur? Blaise Kouzola pour les détails. Fofana à l'ultime seconde. Ils ne sont plus que 4 à pouvoir prétendre au trône d'Afrique. Le Nigeria, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud sont les demi-finalistes de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Tour après tour, le Nigeria s'impose de plus en plus comme un candidat crédible à la victoire finale. D'aucuns disaient que l'équipe entraînée par José Peseiro était déséquilibrée avec son armada offensive au détriment de la défense. Pourtant, les Super Eagles n'ont encaissé qu'un seul but en 5 matchs depuis le début de la CAN. Si on ajoute à cela la très bonne forme du meilleur joueur africain de l'année 2023, Victor Osimhen, les triples champions d'Afrique se présentent dans le dernier carré avec de bons arguments pour accéder à la finale. L'Afrique du Sud retrouve les demi-finales pour la première fois depuis 2000. La génération actuelle des Bafana Bafana s'illustre par les automatismes de son 11 type. 8 titulaires évoluent ensemble au Mamelodi Sundowns de Pretoria. Plus facile de se trouver sur le terrain, donc, et d'accrocher des équipes comme la Tunisie en phase de groupe, puis d'éliminer le Maroc à la surprise générale en 8e de finale. Si on ajoute à ces tableaux une victoire face au Cap-Vert en quart, la présence des Sud-Africains dans les derniers carrés ne doit rien au hasard. En 2000, les 2 nations anglophones s'étaient affrontées au même stade de la compétition. Le Nigeria de JJ Okocha s'était alors imposé 2-0 avant de s'incliner en finale face au Cameroun. La Côte d'Ivoire est une sélection qui a montré 2 visages durant cette CAN à domicile. Les éléphants ont d'abord vécu un début de compétition cauchemardesque, conclu par l'humiliation devant leur public face à la Guinée équatoriale 4-0 au premier tour. Repêchés sur les fils comme meilleur 3e grâce à la victoire du Maroc face à la Zambie, les Ivoiriens ont montré d'autres valeurs depuis le 8e de finale. Un mental à toute épreuve qui les a fait éliminer consécutivement le Mali et le Sénégal. Une résurrection que personne n'attendait et dont la RDC va devoir se méfier. Ils ne s'étaient pas qualifiés depuis 2015 en demi-finale d'une CAN. C'est désormais chose faite pour la RDC, présente dans les derniers carrés. Les Léopards ont surpris à chaque étape de cette compétition. En phase de poule, ils ont accroché le Maroc 1 but partout. En 8e de finale, ils ont éliminé l'Égypte et en quart, ils ont su maîtriser leur sujet face à la Guinée. Alors que le principal projet de l'entraîneur Sébastien Desabre demeure une qualification pour la prochaine Coupe du Monde, les joueurs congolais continuent leur chemin dans cette CAN qui plus est sans leur maître à jouer Gaël Kakuta absent depuis 2 matchs. Les 2 équipes s'étaient donc rencontrées au même stade en 2015. La Côte d'Ivoire d'Hervé Renard s'était alors imposée 3-1 et a remporté les titres dans la foulée. Remake ou revanche, l'avenir nous en dira plus. Contre 2, une bonne opportunité. Attention, peut-être la balle de match et il est dedans. Oh, le Congo qui est peut-être en train de venir s'imposer avec un doublé. À moins de 48 heures de la demi-finale qui opposera la RDC à la Côte d'Ivoire, la fièvre monte. Les supporters skinois savourent la performance de Léopard de la RDC. Arrivés dans le dernier carré de cette grande compétition dans les rues de Kinshasa, ces fanatiques s'émuent en entraîneur. Ils proposent comment les Léopards doivent se comporter pour l'emporter devant les éléphants de la Côte d'Ivoire. Ils sont au micro de Patrick Ilunga et de Giscard Tamba. Ils vont encore accélérer. Maswaku, il a une frappe de loin impressionnante. Ça passe à côté. Mais moi, remarque à Mouki, sa défense n'a pas au milieu, ils a bien. Bon, on attaque, tous on a bon joueur, mais finition, ils endettés. Alors, ce qui va arranger la finition en attaque et le permettre de ça, de marquer Babi. Bon, deuxièmement, il y a pour un peu d'égoïsme. Alors, les joueurs n'ont pas soit commis en attaque, il y a individuel. Amitel c'est grand. Alors que nager collectif, des sarano et sungaka. Alors ceux qui balongoli qui individualité, balongoli qui égoïsme, ranger bâtir d'abord esprit collectif, n'attaque, bâtir système moko ya couper ça va pas ça précieux
pour marquer alors que tout gagner na biso. La première des choses, il doit renforcer le milieu du terrain. On a une très bonne défense, mais on n'a pas un porteur de ballon. C'est comme si tout le monde se débrouille un peu pour marquer le but. Ça, c'est la première remarque, selon moi. Et deuxième chose, il doit savoir que nous jouons avec le pays organisateur. Il y a beaucoup de choses qui jouent. Ils vont jouer devant leur public. Et la spiritualité compte, l'influence de l'arbitre et tout ça. Donc, on doit être préparé pour éviter des fautes. Parce que n'importe quelle faute va jouer à notre défaveur. En termes de changement, je ne pense pas trop. Je pense que le coach maîtrise bien ce qu'il fait. Parce qu'à chaque fois qu'il doit faire un changement, c'est toujours un changement pour apporter quelque chose. Et puis deuxièmement, je pense qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à faire en termes de changement. C'est plutôt être là en tant que Congolais, soutenir l'équipe. Et puis voilà, moi je vois vraiment la finale. Hein. Je vois la coupe revenir ici. Parce qu'on a une très très bonne équipe de jeunes comme nous qui font un très bon travail. Alors voilà, il n'y a pas grand-chose à faire comme changement. Il faut juste qu'on apporte notre soutien en tant que Congolais. Et c'est ce que nous sommes en train de voir partout dans le monde. Tous les Congolais de partout qui se sont réveillés grâce à cette victoire. Et on fait confiance à notre équipe. Il y a Méchac, le centre entré et le but de la République démocratique. L'actualité se poursuit dans ce journal avec cette page internationale. Les prix du carburant à la pompe connaissent une hausse de 15% environ depuis le 3 février 2024, une deuxième augmentation en 2 ans. Ce matin, dans la capitale camerounaise, l'ambiance était morose avec des stations à essence qui tournaient au ralenti ou qui ne servaient carrément pas le temps de réajuster les compteurs. Une augmentation qui cause une situation de brouille entre les usagers et les transporteurs, chacun voulant tirer profit. Suivez. Ambiance morose dans les stations à essence de la ville de Yaoundé ce 3 février 2024. Plusieurs d'entre elles sont à l'arrêt, comme dans cette station Total où un cordon de sécurité renseigne que le service est inactif. Une situation qui fait suite à l'augmentation des prix du carburant à la pompe. Selon un communiqué du gouvernement rendu public le 2 février 2024, le super passe de 730 francs CFA à 840 francs CFA, soit une hausse de 110 francs CFA, et le gazole, lui, coûtera 828 francs CFA contre 720 francs CFA par le passé, soit une augmentation de 108 francs CFA. Les transporteurs sont pris de court par cette décision. Je suis venu pour me ravitailler. Bon, j'arrive, il y a le cordon de sécurité qui ne me permet pas, qui me signale déjà qu'il y a un problème. Pour l'instant, ils ont arrêté parce qu'il faut rectifier le prix de carburant au niveau de la pompe. Ce matin, par ma grande surprise, dans toutes les stations, on se rend compte qu'on ne sait pas. Pour moi, l'information n'a pas été vraiment... Au fait, on n'a pas tenu compte du citoyen, en fait. Mais le désagrément, c'est surtout les usagers et autres consommateurs de carburant qui le subissent. Ce matin, on a eu de la peine à se rendre au travail ou à d'autres rendez-vous. Quoique le prix officiel du taxi n'ayant été modifié, les transporteurs usent d'une stratégie pour combler le gap causé par l'augmentation, ne transporter que ceux qui font une offre raisonnable. Si, ça nous gêne. Ça nous gêne puisque là, on consomme énormément, mais le taxi, les clients ne savent pas qu'on doit aussi augmenter le tarif. Là, nous sommes obligés de jouer maintenant avec les tarifs. Ceux qui partent au-delà, ce sont eux qu'on porte. Et là, le travail devient de plus en plus compliqué. Ils proposent la destination qu'on paye souvent 300. Maintenant, les tassements disent que c'est 400. On ne sait pas où on part. Maintenant, c'est 400. Pour arriver à Mokolo, on paye habituellement 300. Partant de la mobile sauce pour Niki Mokolo. Aujourd'hui, là, c'est 400 francs, 500. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Pour cet autre taximan, c'est un autre casse-tête qu'il faudra résoudre à l'heure de reverser la recette attendue au terme de la journée de travail. C'est quelque chose que je dois discuter avec mon gérant. Vous n'avez pas encore discuté? Non, on n'a pas encore discuté. Et lui-même, il n'est pas peut-être au courant qu'il y a flambé des prix. Il s'agit de la deuxième augmentation des prix à la pompe au Cameroun après celle du 1er février 2023. À mesure compensatoire à cette hausse, dont la résultante pourrait être une inflation généralisée,
Le gouvernement a annoncé une hausse de 4,3% du salaire des agents publics, mais aussi de poursuivre les négociations avec les parties prenantes afin de limiter l'impact de ce réajustement tarifaire. Allons au Soudan où le ministre de l'Industrie Mahassen Ali Yacoub a souligné la nécessité de tirer parti des accords commerciaux préférentiels pour remettre l'économie du pays au point. Le plan vise à faciliter le fonctionnement des usines bloquées à travers le pays et à les réintégrer dans le cycle de production. Cette annonce est faite alors que 90% des usines des pays ont subi des destructions généralisées suite à la guerre entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Rachel Misenga au commentaire. Au Soudan, le ministre de l'Industrie Mahassen Ali a annoncé le 2 février 2024 un plan d'urgence visant à relancer les secteurs industriels du pays. Cette annonce intervient dans un contexte marqué par la paralysie de 90% des usines en raison de la guerre qui oppose l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Les industries dans le pays ont fait l'objet de bombardements et de pillages répétés depuis le début du conflit qui a éclaté le 15 avril 2023. Si le Soudan veut attirer les investissements privés internationaux dans sa phase de reconstruction, il est important d'assainir le cadre institutionnel, les cadres réglementaires permettant à sa structure de pouvoir faire appel à des fonds privés. Pour Aboudraman Koulibaly, analyste politique du Mali, le plan global du gouvernement soudanais vise à une relance du secteur industriel qui devrait permettre de transférer les usines endommagées de Khartoum vers les États plus sûrs et l'ouverture de nouvelles succursales des usines encore en activité à Khartoum dans les 10 régions tout en capitalisant sur les ressources et les infrastructures disponibles. Notons qu'à l'instar de l'entreprise Agar qui a annoncé le 29 mai 2023 de suspendre toutes ses activités et investissements, des dizaines de fleurons de l'économie soudanaise ont fermé boutiques, détruisant des dizaines de milliers d'emplois à travers le pays. Les transactions financières sont gelées suite aux dégâts causés aux réseaux électriques et aux télécommunications. C'était tout pour ce soir, mesdames et messieurs, mais avant de vous quitter, je vais vous rappeler les différents titres. La 30e édition de la conférence Mining in Dabas est ouverte ce lundi 5 février 2024 à Cape Town, en Afrique du Sud. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, qui a pris part à cet événement, n'a pas hésité de vanter les différentes richesses minières que regorge la RDC. Vous avez eu les détails dans cette édition. Et au Cameroun, le prix du carburant à la pompe connaît une augmentation de 15% en début 2024, une situation qui met en bruit les usagers et les transports, chacun voulant en tirer profit. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de votre aimable attention et bonne suite de programme sur Géopolis Télévision.